Eh bien voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Alcazar cet après-midi, malgré les problèmes de circulation. Et nous sommes également très heureux d'accueillir l'Université populaire, qui nous a donc invité M. Guédiguian et M. Kanchev pour ce débat. Voilà, je passe la parole à M. Grondu de l'Université populaire. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux d'avoir répondu à cette invitation. Il faut dire merci à l'Alcazar, à tout son personnel et puis à Magali Roux qui se sont largement investis pour organiser cette rencontre. Il faut aussi dire merci à la librairie l'Hydro Mille Têtes qui a installé une table de vente de livres et aussi de dédicaces dans le foyer. Et puis dire merci à Robert Guédiguian et à Christophe Kanchev. Et surtout, il faut que vous pensiez à rallumer vos téléphones portables en partant. Cette rencontre avec Robert Guédiguian et Christophe Kanchev s'inscrit dans le cadre des événements hors les murs qui sont organisés par l'Université populaire Marseille Métropole. Et l'Université populaire, ce sont toutes les semaines des conférences, des rencontres, des débats qui se tiennent pour la plupart à la Casa Consola qui est en haut de la Canebière. Et ce sont des cours, des conférences qui portent sur l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire. Et cette année, nous avons eu un cycle de 6 conférences sur le langage. Cette université populaire se veut non diplômante, ouverte à tous. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Tout le monde est bien reçu, les riens et puis tous les autres. Et lundi prochain, ce sera la dernière conférence du cycle langage et c'est Sophie Basile qui viendra nous parler de la capacité des primates d'entendre et de comprendre et de parler. Mais venez l'écouter. Cet après-midi, nous avons la possibilité de rester ensemble tout le temps. À partir de... Dès que j'ai terminé, Robert et Christophe commenteront une série de photos et nous avons préféré ce format plutôt qu'une conférence ex abrupto. Donc ce sont des images qui ont été publiées ou pas, qui vont être projetées. Christophe et Robert les commenteront et puis de temps en temps aussi vous aurez la possibilité d'intervenir, de poser des questions et ou de faire des interventions et je sais que vous êtes tous attachés à ce que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse prendre la parole. Et donc, je vous remercie par avance d'avoir des interventions suffisamment courtes pour ne pas mobiliser le micro. Dans tous les cas, levez le bras si vous voulez intervenir et je vous ferai apporter un micro. Et de la même manière, si c'est trop long, je n'hésiterai pas à vous le dire. Christophe Kanchev est rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Politis, mais il est surtout et d'abord critique littéraire et critique de cinéma. Et il est surtout, et c'est pour ça qu'il a été invité aujourd'hui, il est l'auteur d'un livre dont le titre est Guédiguian, qui raconte à la fois la vie et l'œuvre de Robert Guédiguian. Et ce livre est paru aux éditions de l'Atelier en 2018. Donc c'est vraiment un livre qui est tout frais, que vous pourrez acheter dans le foyer et ensuite le faire signer. Est-ce qu'il est besoin de vous présenter Robert Guédiguian, qu'il ne le connaît pas? Ça ne m'étonne pas qu'Hubert fasse les siennes. Alors vous connaissez tous Robert Guédiguian, le cinéaste, le Marseillais, le réalisateur qui a à son actif une vingtaine de films. Mais est-ce que vous savez qu'il a aussi, avant de faire du cinéma, il a fait des études d'économie et puis aussi des études de sociologie. Et il a même un diplôme d'études avancées
de l'école des hautes études de sciences sociales. Donc c'est bien de le recevoir comme le cinéaste, parce qu'il a fait de beaux films, mais c'est aussi intéressant d'avoir son avis parce qu'il a aussi cette capacité, cette qualité de pouvoir analyser la vie qui nous entoure, et je crois qu'il ne se privera pas tout à l'heure de vous donner son avis sur ce qui se passe à Marseille, en France et peut-être dans le monde. Donc nous allons parcourir la vie et l'œuvre de Robert Guédillon à partir de photographies, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure, donc je ne vais pas recommencer. Simplement, merci, Monsieur Guédillon. Merci, Monsieur Kantchev, d'avoir accepté de participer à cette aventure d'éducation populaire. Et je nous souhaite à tous une très belle après-midi. C'est à vous. Merci. Merci à tous d'être ici. Merci à Jean-Pierre et à l'Université populaire. Merci à l'Alcazar de nous recevoir. Je vais dire un tout petit mot avant de commencer sur le livre, parce qu'il se trouve que comme tu as fait allusion au fait que Robert avait fait ses études en sciences sociales, en fait ce livre-là, parce qu'il se trouve qu'il y en avait eu un précédemment, mais ce livre-là a pour ambition de saisir Robert Guédillon dans sa totalité, c'est-à-dire à la fois par son œuvre, par sa vie, mais aussi par sa pensée. Une pensée qui s'exprime de façon artistique, esthétique dans les films, mais qui s'exprime aussi dans la parole, dans sa parole. Et c'est pour ça qu'à côté d'un voyage dans ces films, d'un voyage cinéphilique, critique dans ces films, dans le livre, on trouve aussi un entretien assez long, où il est question de culture au sens large, c'est-à-dire son appréhension des images, la façon dont il s'est formé aux images, et aussi par qui il s'est formé, ces grands artistes, ces grands intellectuels de référence, et puis aussi sa pensée, ses prises de position politique, son engagement politique qui n'est pas discret. Et heureusement d'ailleurs, parce que justement le problème étant qu'on a souvent oui. D'accord. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Il faut simplement que je rapproche le micro. C'est bon ? Oui. Bon, de toute façon, j'étais en fin de phrase et j'arrivais pas à la finir. Donc on va... J'ai bien débrouillé, quoi. N'est-ce pas ? Mais c'est grâce à la dame. On va faire ce petit... Oui, c'est un petit parcours aussi inédit, on ne l'a jamais fait, alors qu'on tourne un peu, on est un peu les Bob Dylan du cinéma. Nous, ils tournent dans toutes les villes des États-Unis. Nous, c'est la 25e étape. Enfin, c'est l'archi faux, hein. On a fait trois étapes avant, c'est tout. Mais on n'a jamais fait ce petit exercice de dialogue autour de photos. Donc je les ai choisies d'autorité. Elles sont toutes dans le livre, sauf une, parce que il s'est pas arrêté de faire des films, alors que le livre, il s'arrête à partir d'un certain film, évidemment, c'est-à-dire La Villa. Mais il se trouve qu'il en a fait un après, et c'est pas dans le livre. Et donc, il y aura la dernière photo. Si on arrive au bout, on aura une photo du dernier film, Gloria Mundi, enfin du dernier film qui va sortir dans les mois qui viennent, qui était tourné cet hiver. Tu voulais dire un truc ou on commence Non. Moi, je suis très content d'être ici. Allons-y. Allons-y. Ouais. Feu. Toc. Ah bah oui. Je te laisse commenter parce que d'une certaine façon, ça me regarde pas. C'était l'époque où les ouvriers s'habillaient quand même de manière très chic, hein, pour aller se balader sur la canne à bière. C'est pas. Mais je crois que c'était... Il faut que tu dises qui sont ces deux... C'est mon père et ma mère. Et
Donc mon père arménien, mais ça je crois que ça se voit. Ma mère allemande, je crois que ça se voit aussi. Et qui se promène sur la Canebière et qu'évidemment dans la... qui sont... on avait très peu de photos, aujourd'hui on est habitué à avoir... Oui, je peux leur rendre ici, c'est mieux, ça va être mieux, oui. Et fait quoi que je la connais. Oui, je les connais bien, ouais. Ouais. Et je vais voir ma mère demain d'ailleurs, qui vit toujours, mon père est décédé. Mais c'est vrai que ce qui me frappe, c'est l'élégance en fait. De gens donc, qui étaient d'un milieu très très modeste, ma mère faisait des ménages, mon père travaillait sur les quais, et d'être, on dirait pas, on a souvent une vision du goût, de l'élégance, comme étant des choses qui appartiennent à la bourgeoisie. Et en fait, moi, ce que j'aime de cette photo, c'est de montrer, la photo elle-même prouve que le goût est une chose, j'allais dire, également répartie. On peut avoir du très bon goût en milieu ouvrier, comme on peut avoir très mauvais goût, être très vulgaire, ce qui est presque une contradiction dans les termes, dans la bourgeoisie ou dans la grande bourgeoisie. Voilà. Donc c'est évidemment une photo qui me touche. Et ce qui me touche aussi, c'est qu'il y avait très peu de photos en fait à ce moment-là, comme je viens de le dire, et du coup on les a gardées, les photos, on les a conservées. Elles se conservent d'ailleurs beaucoup mieux que les photos qu'on fait aujourd'hui. Et je pense elles sont plus aussi elles sont plus posées, elles sont plus cadrées, elles sont de meilleure qualité que parfois ce qu'on fait aujourd'hui. Et je crois qu'on a tendance à plus les regarder. Je crois qu'on fait beaucoup de photos aujourd'hui que l'on ne regarde pas. On ne sait pas pourquoi on les fait en fait. On les fait mais on ne les regarde jamais. Parce que c'est facile, parce que c'est techniquement très simple, etc. Donc on les fait, on les envoie, on les regarde, je dis quasiment plus, on ne sait pas trop, on ne s'en occupe pas. Alors que ces photos-là, les conserver précieusement, et c'est donc c'est une vraie archive en fait. Archive parfois simplement mémorielle et affective, mais qui parfois donc raconte en même temps autre chose, comme j'ai essayé de le dire, sur le bon goût du monde ouvrier. Parfois, je ne veux pas dire que tous les ouvriers avaient bon goût. Mais enfin, peut-être que, même j'allais dire, je ne sais pas combien il y a de photos, mais c'est vrai qu'après, je suis surpris, après si je commence à parler, ça va durer des heures, mais peut-être qu'effectivement, quand même, ça a quelque chose à voir avec la forme, même avec le cinéma, avec le fait de faire du cinéma aujourd'hui, je dirais que le fait que j'en fasse, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a une espèce de, quand même, d'éducation, déjà, j'allais dire, au costume, à la tenue, à l'élégance, au maintien, à la théâtralité, d'une certaine pose, hein. Le Gand, tout ça me frappe beaucoup, le Gand là, de mon père. Voilà, donc à la mise en scène. Oui, en fait... Peut-être que ça vient de là, en fait. Mais à chaque photo, en fait, j'ai une arrière-pensée que je n'ai pas dite là, et c'était pas du tout ça, en fait, ce dont je voulais t'entendre parler à propos de cette photo, mais c'est d'autant mieux. C'est d'autant mieux parce qu'en fait, l'idée que j'avais, c'était que tu nous parles de la dette que tu as envers eux et dont tu parles. Hein, enfin, je veux dire, on va pas parler de choses intimes. Les premières photos sont des photos plutôt biographiques, comme dans le livre, comme dans la vie d'un homme. Enfin, biographique, c'est-à-dire plutôt l'enfance et les années de formation. Mais je t'ai entendu souvent dire que tu faisais du cinéma pour leur rendre ce que tu leur devais. Et c'était ça l'idée. Mais comme tu y venais tout seul finalement, oui, j'allais avec l'idée du cinéma qui commençait là. Non, bien sûr. Je pense qu'effectivement, j'ai fait du cinéma comme on le disait des écrivains publics. J'essaie d'être un cinéaste public. Donc ça veut dire que j'écris, en l'occurrence j'écris pas, je fais des films, mais je fais des films à la place des autres. Et quand je dis à la place des autres, c'est évidemment à la place de mes parents qui ne savaient pas écrire, en tout cas qui ne savaient pas écrire du cinéma. Donc il fallait bien que eux m'ont permis effectivement d'apprendre à écrire et à lire, et qu'il fallait bien que que je parle pour eux ensuite, quoi. Je me suis toujours senti quand même responsable de ça. Et donc ça a déterminé de manière considérable toute ma vie et tout le cinéma que je fais encore aujourd'hui. Et c'est vrai que mais de manière plus générale, je crois que
faire des films de toute façon, ou faire œuvre d'art, quoi qu'il arrive, c'est toujours, on disait pour le public. Et donc, pour le public, il y a deux idées, enfin, ça recoupe deux sens en France. C'est à l'attention du public, mais c'est aussi pour le public, ça veut dire aussi à la place du public. Donc je crois que certains publics, certaines fractions du public, certains se retrouvent dans l'œuvre de certaines personnes, retrouvent quelque chose qu'ils auraient pu dire eux-mêmes. Et je crois que ce rapport-là, alors c'est souvent de manière intime, hein, mais c'est en tout cas ce que moi j'ai toujours aimé chez beaucoup de cinéastes, c'est quand ils racontaient des choses qui au fond m'étaient passées par la tête de manière personnelle et je retrouvais chez eux. C'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui pensent la même chose que vous. Parce que ça renvoie à l'idée même d'humanité, en fait. Hein. Si on voit que des gens parlent comme vous, racontent les mêmes choses que vous, ont les mêmes joies et les mêmes malheurs, et les mêmes peines parfois les mêmes joies aussi, on se sent moins seul. Ça sert à ça aussi, je crois, l'art, en général. Oui, mais ça, alors là... C'est pas moi. Ça, alors, on a à gauche, c'est Gérard Mélan, oui. Et à droite, c'est le petit Robert Guédiguian. Ça va lui faire plaisir parce qu'en fait, il supporte pas l'idée qu'il était beaucoup plus petit que Gérard. Oui, voilà, ça dit de... Voilà. J'ai rattrapé ensuite. Hein. Mais c'est vrai que cette photo, j'étais très préoccupé à ce moment-là par ma taille, hein, ceci dit, parce que je me disais, est-ce que je vais grandir un jour, quoi. C'est en Corrèze en 1966. Voilà. 13 ans. 13 ans. 13 ans, ouais. J'ai grandi l'année d'après. En fait, l'année d'après, j'étais aussi grand que lui. Hein. Voilà. J'ai grandi en 68. Mais bon. En mai 68, j'ai grandi, en fait. C'est étrangement. Non, c'est vrai que c'est une photo qui était un joli souvenir. On allait un peu empoter tous les deux, comme souvent à 13 ans, hein, je crois. Quoi. C'est pas un âge génial. Hein. C'est un âge où on est effectivement entre deux. Quoi, hein. Je veux dire, on est sorti de la qualité qu'on a quand on est enfant et on n'est pas encore dans les qualités qu'on va avoir après quand on sera adolescent ou adulte. Donc c'est un âge un peu assez terne, je trouve. Hein, préparatoire ou transitoire, en fait. Donc voilà. Et effectivement, c'est en Corrèze où je partais en vacances avec les parents de Gérard. On y retourné d'ailleurs plusieurs fois après. C'est un endroit où ils étaient, je crois, ses parents étaient là-bas, je pense pendant la guerre en fait, ses parents, en tout cas sa mère qui était enfant pendant la guerre, qui était en Corrèze, une famille espagnole, réfugiés espagnols, etc. Ils étaient liés avec des paysans chez lesquels on retournait de temps en temps, eux ils retournaient assez souvent, des paysans qu'ils avaient accueillis pendant la guerre. Et non, j'ai évidemment des très beaux souvenirs de ça. Mais là, inévitablement, on va parler du père de Gérard, non ? Tu les connais, les photos ou... Non, mais bon, je connais ma vie, tu vois. Oui. Donc c'est vrai que... Ils font semblant de se disputer, mais rassurez-vous, tout ça, ça a été vachement préparé, vachement travaillé. Oui. On répétait encore il y a 5 minutes. Voilà, non, voilà. Donc c'est ce monsieur qui était instituteur... Albin Mélan, donc. Albin Mélan, le père de Gérard, comme on disait, l'instituteur disait le maître d'école, hein, à ce moment-là. C'est des jolis mots, d'ailleurs, le maître d'école. Hein. Et qui effectivement là il est dans sa cuisine, dans l'angle de la cuisine là où il était tous les jours, tous les midis, et c'était, enfin, pour moi c'était comme s'il donnait une conférence non-stop, hein, je veux dire, le père, genre, il était, d'abord je pensais que j'avais vraiment le sentiment qu'il savait tout. C'est-à-dire, c'était Wikipédia aujourd'hui, quoi. Cette espèce de truc. Bon. Tu dis, tiens, j'appuyais pas sur le smartphone, je disais. Donc, je lui posais toutes les questions du monde possible, imaginable, scientifique, historique, enfin, tout, géographique. Et il répondait toujours. C'était un monsieur extrêmement important dans notre quartier, qui à la fois donc, avait formé des générations de jeunes élèves pour qu'ils aient le certificat d'études, qui avait une importance encore à ce moment-là,
Et puis c'était le maître d'école qui représentait le Parti communiste français dans ce quartier-là. Voilà. Donc il était très bon orateur, il parlait très bien, il avait pas comme un instituteur de la j'allais presque dire de la 4e République. Enfin, je veux dire, c'était hussard, quoi, hein, de la République. Il y a un côté comme ça, bon, très très séduisant. Donc, moi, c'est quelqu'un qui m'a, c'est une sorte de, je suis une sorte de père intellectuel. C'est quelqu'un qui m'a vraiment formé, tout à fait formé, influencé, et voilà, qu'on a beaucoup aimé, bien sûr. Il y a une rue à l'Estac, oui. Albin Mélan. Oui, parce il a eu une seule fois un mandat, en fait, de conseiller, je ne sais pas si Malek est là, le conseiller général, je crois, ouais. Je crois que le conseiller général, en fait, il a été élu, il a eu un mandat, en tout cas une fois, il s'est présenté à une élection, il a été élu, et donc il y a une rue Albin Michel, ouais. Albin Mélin. C'est ton prochain éditeur. Ouais. Bon, celle-là, je l'ai choisie pas forcément pour qu'on parle tout de suite des rôles d'Ariane, ou plus particulièrement de La ville est tranquille dont cette image est tirée. Mais il se trouve qu'Ariane, c'est la rencontre d'une femme, mais aussi du cinéma. Sans Ariane, peut-être que tu aurais fait du cinéma, ça, on ne le sait pas. On ne le saura jamais. Tu aurais peut-être fait autre chose, ce à quoi tu te destinais, c'est-à-dire devenir un intellectuel organique, communiste. Et puis tu la rencontres et le cinéma vient à toi. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis parti à Paris parce qu'elle voulait rentrer, enfin parce qu'elle entrait au Conservatoire de Paris, qui est à Paris, donc, par définition. Et donc, nous nous connaissions déjà, donc moi je l'ai suivi, et j'ai poursuivi mes études, dont vous parliez tout à l'heure, donc à Paris, à l'école des hautes études de sciences sociales, qui est à Paris aussi. Et maintenant, depuis 10 ans, ou 20 ans, même, il y a une antenne à la Vieille Charité, mais à ce moment-là, c'était qu'à Paris. Et c'est vrai que c'est à la fois donc un hasard, et puis c'est pas un hasard, comme un hasard objectif, je sais pas. Et on s'est retrouvés dans une soirée, parce qu'Ariane a commencé un petit peu à travailler, elle avait la proposition de tourner dans un film, etc. Tout ça, on s'est retrouvés dans une soirée chez quelqu'un qui s'appelait René Ferré, qui a fait plusieurs films, dont Histoire de Paul et La Communion solennelle, dans lequel Ariane devait jouer. Donc on s'est vu le soir, comme ça, on a parlé de cinéma, et puis il m'a parlé du projet qu'il avait après. Il allait tourner La Communion solennelle, il m'a parlé du projet qu'il aurait ensuite, et le projet qu'il avait ensuite, c'était l'adaptation d'un roman d'Alfred Deblis. Et il m'a proposé donc d'écrire le scénario avec lui. Bon, ce qui, a priori, je suis un peu tombé de ma chaise, mais a priori, évidemment, on ne refuse pas d'écrire un scénario avec quelqu'un. Moi, quand on vous propose ça, j'avais 22 ans, il me propose d'écrire avec lui, j'ai dit oui, je dis toujours, je lui ai dit à tes risques et périls, je ne sais pas ce que c'est le scénario, je sais qu'il y a un texte écrit et qu'on tourne après des films avec, mais j'ai aucune idée, évidemment, de ce qu'est vraiment une construction de scénario, etc. Tout ça. Il m'a dit, non, mais laisse tomber, on verra. Et on y va, par comment ça arrive. Et voilà comment j'ai fait du cinéma, grâce à Ariane, ou à cause d'Ariane. Et l'idée qui me plaît bien, moi, dans cette histoire, c'est qu'elle contrevient à une idée assez romantique sur la vocation, qui nous est souvent servie, c'est-à-dire on devient cinéaste ou artiste parce qu'on avait ça dans l'âme tout petit, peut-être même dans le ventre de sa mère. Alors qu'on peut devenir Robert Guédiguian sans avoir voulu faire du cinéma jusqu'à l'âge de 23, oui, 23 ans 22, 23, oui. Oui. Voilà, cette notion de vocation me semble être une escroquerie intellectuelle totale, en fait. Ça peut exister, ça peut être quelque chose qui... Oui, il y en a, à l'inverse d'ailleurs. Par exemple, Ariane a toujours voulu être actrice. Voilà. À 10 ans, à 8 ans, des photos, elle joue avec son père, elle a 8 ans, elle est sur scène, et je pense qu'elle a toujours voulu être actrice, et même, je crois même que vraiment, elle ne pourrait rien faire d'autre, en fait. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Elle est bonne à rien d'ailleurs. Oui, non, mais tu sais que c'est ce que... Non, mais... Non. C'était la réponse
C'était la réponse de Beckett. Non, mais elle n'est pas là. C'était la réponse de Beckett à la question pourquoi êtes-vous devenu écrivain ou pourquoi êtes-vous écrivain? Parce que Bon qu'à ça. Oui. C'est la réponse de Beckett. Donc Ariane et Beckett, c'est pas mal comme association. Bah ouais. Il m'a rattrapé le truc. Bah, je la connais, donc je sais comment elle peut être après. J'ai pas envie que tu te fasses mal voir par elle. On peut continuer? Oui, là c'était pour... c'est un peu formel là pour le coup. C'était pour asseoir le pilier, le trio, enfin qui sont aussi les piliers de ton cinéma. Et en fait, oui. je t'entends souvent dire ça, les dénommer comme étant le trio de base. Enfin, c'est vrai, hein, mais je sais pas si t'as peut-être. Enfin, j'ai voulu les mettre assez tôt dans la suite parce que sans eux, finalement. Voilà, la photo est récente et c'est vrai que j'ai toujours pensé en fait que pour aller vite, ces trois acteurs-là, donc, incarnent toujours mes problématiques. En fait, quand on avait 25 ans, on faisait des films ensemble et on continue aujourd'hui à nos âges. Là, on est très proches. Effectivement, c'était il y a 2 ans. Et c'est vrai que toutes mes préoccupations personnelles passent par ces 3 personnages-là. Il m'a fallu ces 3-là. Il m'a fallu en tout cas 3 personnes pour arriver effectivement quasiment dans chaque film à raconter ma part la plus intime. Je veux dire, dans la construction d'un film, évidemment, il y a des lois du récit, etc., selon le film qu'on fait, etc., etc. Mais il y a aussi quelque chose toujours de très personnel. Les choses les plus personnelles sont évidemment, encore dans le film que je suis en train de terminer là, passent par eux. Voilà. Et ça, on s'est connus tout de suite, donc c'est très générationnel. On s'est connus parce que Daroussin était au conservatoire avec Ariane, dans la même classe. Et de la même extraction, je dis souvent quand même aussi, les parents de Daroussin d'ailleurs ressemblaient étrangement aux miens. Je veux dire, dans leur rapport, dans le comportement. Donc Daroussin, une famille ouvrière de Courbevoie, la banlieue de Paris. Le paillasson de Paris, disait Céline. Parce que Céline était de Courbevoie aussi. Et Gérard était l'ami d'enfance dont on a déjà parlé. Donc c'est sûr que voilà. Voilà, on a posé les fondations biographiques. Là maintenant, on va rentrer dans les films. Alors, je crois qu'on n'a pas dit que cette image-là est extraite de La Villa, donc le dernier film sorti, mais maintenant l'avant-dernier film, puisqu'il y en a un nouveau. Là, c'est une photo. Je triche un peu, ça va être une série de photos. Et je crois que c'est tout. C'est pas mal. C'est très beau. Ça, c'est la naissance au cinéma. Enfin, c'est ma naissance au cinéma. Ce sont les premières images de Dernier été, les toutes premières images de Dernier été, qui commencent par un plan. Tu aurais voulu le faire sciemment, et évidemment que tu ne l'as pas fait sciemment, mais tu n'aurais pas fait autrement, ou tu l'aurais fait moins bien peut-être, en fait. Le premier plan est un plan tout noir, et apparaît de cette caverne, comme vous l'avez vu, un personnage, et c'est un personnage glorieux. C'est le Working Class Hero de John Lennon, avec son turban d'Indien. Donc c'est Gérard Mélans. Donc Gérard Mélans qui est le principal protagoniste du premier film Dernier été. Alors on n'a pas le son, mais on entendrait aussi petit à petit la musique de Vivaldi arriver. Oui, voilà, qui lui donne effectivement comme ça une espèce de sacralité, une espèce de. Il y a presque tout dans ces premières majesté, images. Quoi, il y a presque tout déjà. Hein. Oui. Il manque le collectif, mais quand il est monté, après il va monter. C'est-à-dire, voilà, juste après ce moment-là, évidemment, il arrive dans le quartier où il revient tous les jours. Il y a un plan récurrent d'ailleurs qui montre ça, et il se retrouve avec ses 3 meilleurs amis, avec qui il traîne sans arrêt. Donc, on part d'un personnage, mais
5 minutes après, on est avec le groupe dans le quartier, le groupe d'amis. Et là, on retrouve effectivement ce collectif. Alors, du coup, bon, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est le point de vue critique. Pourquoi tu as commencé, c'est le point de vue critique parce que c'est à partir des images qui apparaissent, mais toi, dans la fabrication du film, pourquoi tu l'as fait commencer là et pourquoi tu l'as fait commencer? Je t'ai jamais posé cette question d'ailleurs. Pourquoi ce premier plan dans le noir et lui qui apparaît? C'est vrai que c'était l'idée de... Bon, il faut dire aussi que c'est dans l'histoire, après, c'est son dernier jour de travail. Et que, à cette époque-là, donc, le film est tourné en 80, et que le personnage revendique le fait de ne pas vouloir faire ce travail-là toute sa vie. Revendication étrange dans les temps que nous vivons aujourd'hui, mais qui à ce moment-là, je vous le rappelle, en fait, il y avait 300 000 chômeurs, et c'était des chômeurs qui restent au chômage 6 mois. Ça tournait sans arrêt, quoi. Donc effectivement, un jeune soudeur, à ce moment-là, n'avait pas de mal à passer d'une société à l'autre pour travailler, pour trouver du boulot, etc. Il pouvait arrêter 15 jours s'il voulait, enfin, puisque ce jeune homme-là, dans ce film-là, n'a pas de charge de famille, n'a pas de responsabilité, il s'occupe que de lui. Et il a cette espèce comment ça, oui, un peu de fierté, de côté un peu matamor. Il dit je travaillerai pas toute ma vie, je me ferai pas exploiter toute ma vie de cette manière-là, voilà. Donc il se libérait de quelque chose. L'idée, c'était qu'il se libérait de quelque chose et que après il monte des escaliers, puisqu'il est au fond de ce qu'on appelle une cale sèche. Donc il monte tous les escaliers pour se retrouver sur les quais là-haut. Et bon, la caméra l'accompagne. Il va j'allais presque dire, il allait de l'oppression du travail à la liberté, quoi, et à la musique. Il enlève son casque, ses cheveux volent dans le vent, etc., etc. Voilà, c'était ça l'intention. Et c'est vrai qu'elle était très clairement écrite comme ça dans le texte même du scénario et dans le découpage, puisque j'avais fait un découpage, ce que je ne fais plus du tout depuis. J'avais fait un découpage écrit très précis. Donc c'était le premier plan écrit du film, la première ligne, mais aussi le premier plan. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le cinéma, tu te libérais aussi de quelque chose? Plutôt certainement mais là tu me pousses dans des trucs, probablement d'une angoisse très particulière, puisqu'à ce moment-là, comme tu sais, je veux dire, j'allais dire la chose collective qui nous animait le plus, ce qui cimentait effectivement notre collectif, ce que nous constituions, c'est évidemment l'activité politique et intellectuelle qui s'y rattachait. Les deux étaient toujours intimement liés dans mon esprit. Et à ce moment-là, ça avait pris un coup très dur, quoi. Je veux dire, on avait tous... c'est 80, on avait tous quitté le Parti communiste. Donc on pensait pour la première fois, après 10-12 ans, quoi, mettons après de 68 à 80 ou à 78, on a pensé qu'il y avait une chose possible dans un communisme à la française, un socialisme à la française, comme on disait à ce moment-là. Bon, ça s'est effondré, ça a pris un coup très sérieux dans ces années-là. Je ne vais pas tout vous raconter, faire un cours d'histoire sur cette époque-là. Mais dans tous les cas, il y avait ça qui disparaissait. Donc, quand je dis c'était là, c'est vrai que ça me libérait de l'angoisse de la disparition du groupe, j'allais dire. Voilà. On ressoudait, en fait, autour d'un film. Voilà, c'est le cas de le dire. Absolument. Mais avec le film, comme ça, toute la bande se reconstituait. Hein, je veux dire, puisque dans ce film, il y avait tous les amis étaient acteurs, techniciens. Malek faisait la production, en même temps qu'il jouait d'ailleurs. Il y avait le frère de Malek, il y avait Scott, il y avait tous les gens qui ont travaillé avec nous après, pour beaucoup en tout cas, se retrouver dans le film là, avec quelque chose à faire ensemble. Voilà. Parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir d'idées collectives sans un projet commun. Voilà. Il faut un projet commun. On peut pas. Et le projet commun, ça a été longtemps pour nous la politique, en fait, le changement, en fait, les changements possibles, tout ce qu'on avait comme rêve et comme par rapport à cela. Et là, du coup, le projet commun devenait le film. On avait trouvé à nouveau un projet commun, voilà, faire un film, puis 2, puis 3, et 20 aujourd'hui, quoi. Donc on a quand même, on a réussi à conduire notre vie tous ensemble grâce au cinéma.
et même à continuer à faire de la politique. Mais ça, c'est une autre question. C'est pour une autre émission. Après, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas fait d'erreur, quand même que je vérifie. Oui, il y a 2 images. Ah bah, j'avais oublié celle-ci. Ah, super. Tous les soudeurs faisaient ça sur les quais. Hein. C'était vraiment... Alors, ouais, alors ça, c'est sur le tournage du 2e film, Rouge Midi. Ah oui. Et là, c'est toi. Ah oui, c'est moi. Et là, c'est Pierre Pradinas. Ouais. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, on peut d'ailleurs faire le retour, l'aller-retour. Puisque là, tu lui expliques comment... Enfin, on peut imaginer que tu lui expliques comment jouer la scène. Oui, pas comment jouer, mais c'est des choses que je voudrais un peu, oui. J'explique, je pense, au docker qui va venir le bousculer, en fait, oui. Comment il le prend par l'épaule, peut-être, je sais pas quoi. Ce qui m'intéresse dans ces photos-là, c'est que... c'est que je suis beau, d'abord. Mais... C'est que... Tu es très jeune aussi. Ouais. Je suis très jeune aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est que, en fait, tu viens d'expliquer effectivement que tu n'as pas fait d'école de cinéma, enfin que tu n'es pas formé, tu n'as pas de formation particulière au cinéma. Ça permet, cette photo-là permet aussi, enfin, de nous expliquer comment tu te débrouilles finalement avec la mise en scène en particulier là. Et puis une petite question supplémentaire, c'est comme tu dis souvent que tu ne fais pas de direction d'acteur, que la direction d'acteur commence et termine quasiment au moment où tu choisis les acteurs. Là, en fait, on a un petit peu la preuve que tu en fais un petit peu quand même de direction d'acteur. Oui, mais je dis toujours qu'il faut diriger les gens qui ne sont pas acteurs. C'est-à-dire que là, je m'adresse à une des figurants. Là, c'est tous des figurants. Pierre Pradinas, non, qu'on voit dans l'image d'après. Mais là, c'est pour ça que je dis, je ne montre pas quelque chose à Pierre. Je montre quelque chose au... Voilà, je montre quelque chose à je crois que c'est ce monsieur-là, là, qui est à gauche sur la photo, sur la 3e photo. Je lui montre comment il doit se lever et interrompre en fait la prise de parole de... Enfin non, interrompre quelqu'un qui veut interrompre la prise de parole de Pradinas. Donc je suis obligé de lui indiquer des choses parce que tous les gens qui sont là sont des amis de l'Estac, qui ne sont pas acteurs, pour certains qui travaillaient vraiment sur les quais ou qui étaient ouvriers, qui étaient des copains d'école, ou voilà, et qui sont là à faire de la figuration, mais ce n'est pas du tout des figurants professionnels. Donc il fallait bien que je leur montre et que je leur dise ce qu'il fallait exactement faire par rapport même à un cadre ou à des choses comme ça. Donc tu vois, ça confirme que on ne dirige pas les acteurs, on dirige les non-acteurs. Et sur le fait que, 2 mots sur le fait que tu as dû te débrouiller tout en connaissant peu les métiers du cinéma. Ça, je crois que c'est assez simple. Je crois qu'en fait, pour faire un film, il faut surtout vouloir le faire. Il faut vraiment avoir une espèce d'urgence personnelle à faire un film, à raconter une histoire. Après, justement, le cinéma, c'est un travail très collectif. Donc après, le chef opérateur s'occupe de la chimie à ce moment-là, puisqu'on travaille en pellicule. L'ingénieur du son s'occupe du son. Je veux dire, bon, c'est un travail où la technique du cinéma, effectivement, n'est pas à apprendre par celui qui raconte. Je ne suis toujours pas technicien, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas faire des choses en termes techniques. Mais écrire, je crois qu'il faut plus avoir une urgence à écrire et savoir se laisser aller et s'abandonner dans une écriture, plutôt que de... je crois que ça ne s'apprend pas, je crois qu'on n'apprend pas... C'est la fameuse phrase d'Aragon, je n'ai jamais appris à écrire, je n'ai jamais appris à faire du cinéma. Et je continue à penser, il y a des écoles de cinéma célèbres, fameuses, etc. Mais je continue à penser qu'on n'apprend pas à faire du cinéma. Ou à écrire. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers films, les films dont vous voyez les images là, mais je vous recommande vraiment beaucoup de les voir parce que on comprend beaucoup, et en particulier sur ces 2-là, c'est-à-dire Dernier été, qui est un film que moi je fais une différence entre les directions de ces 2 films-là. Il y en a un qui est horizontal, le premier, donc celui avec, quand on a vu tout à l'heure les images avec Gérard Mélan,
Horizontale dans le sens où ça raconte les stacks au moment précis où la caméra tourne, alors que ce film-là, Rouge Midi, est un film vertical. Il va plonger dans le temps pour voir d'où tu viens, pour voir d'où les stacks viennent, enfin, oui, l'âme de les stacks, si je peux dire ça comme ça. Et ces deux films sont totalement complémentaires, en fait, puisque, et, comme tu dis, tu aurais pu commencer par le deuxième, et réciproquement, puisque, voilà. Nous sommes à la photo 8 et il y en a 16. C'est génial, hein, mais j'ai le temps en face de moi, là. Bon, ça, c'est 5 commentaires, non Ben, je crois, cette photo m'a fait, faut quand même dire. Cette photo m'a fait beaucoup rire, mais oui, je me suis coupé les cheveux. Et de manière, j'ai eu tort d'ailleurs, parce qu'après, et ça vous intéresse pas forcément. Peut-être que vous auriez échangé, quoi. C'est-à-dire que tu aurais dû porter le voile et Ariane montrer ses cheveux. Voilà, et Ariane se fout de ma gueule, évidemment, comme d'habitude. Voilà. C'est sur le tournage de L'argent fait le bonheur. Ouais, L'argent fait le bonheur. Ouais. Et en fait, non, je l'ai choisi pour qu'on parle un peu des comédies et des contes de l'Estac. Ah oui. D'autant plus que c'est le premier, celui-là. C'est le premier avant À la vie, à la mort et Marius et Jeannette. Et peut-être que tu peux expliquer pourquoi alors que tu avais fait des films précédemment, les 2-3 premiers films, enfin les 2-3 précédents films sont des films extrêmement noirs. Pourquoi d'un seul coup tu ressens la nécessité de faire une comédie et que tu vas faire 2-3 comédies de suite, même si À la vie, à la mort, comme vous le verrez, et peut-être enfin encore non, c'est très drôle en fait, À la vie, à la mort. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus tragique dans La vie et la mort. Mais bon, pour ce qui est de celui-là, c'est très très drôle. C'est uniquement une comédie. Et donc voilà, l'idée c'est que pourquoi tu... Pour aller vite, c'est vrai que les premiers films, je dis qu'on a fait d'ailleurs tous ensemble, je veux dire, bon, et je dis toujours, je parlais à la place des autres aussi, ou pour les autres, etc. Bon, c'était des films donc, qui parlaient énormément de cet échec, de ce désespoir, de cette angoisse, etc. Bon, de ce bouleversement en fait, qu'on avait connu en renonçant à une activité politique immédiate, etc. Tout ça. Et je voyais aussi que dans le cinéma, énormément, donc d'abord mes propres films, et puis beaucoup d'autres, n'était que dans le constat, comme ça, du désespoir, dans le constat de ce qui n'allait pas, dans des constats parfois serrés, hein, parfois de grande qualité, mais bon. Et je sais pas, j'ai pensé qu'il fallait rebondir, en fait, qu'il fallait donc, si, là aussi pour aller très vite, si il n'y avait pas de possibilité alternative au niveau national et international encore moins, essayons déjà de trouver une alternative au niveau local, voilà. Si vous voulez, la réflexion, ces films-là partent de cette idée-là. Donc trouvons une solution dans un espace et dans un temps précis. Fabriquons des... Ça, c'est ce que je dis aujourd'hui. Je dis fabriquons des moments communistes, en fait. Des moments, donc, d'une période est limitée dans l'espace et dans le temps, voilà, circonscrite. Voilà. Donc d'un coup, je me suis dit que ça, évidemment, raconter ça, c'était tordre le réel dans le bon sens, dans des possibilités, des possibilités de... Donc ça nous renvoyait à la comédie, bien sûr. Et comme je savais que j'exagérais les récits, que j'exagérais même les manières de jouer, de représenter, que je me servais de codes effectivement très proches de la commedia dell'arte et de tout ça, de théâtre populaire, j'ai appelé ces films-là des contes, en fait, et non pas des films. Mais ça, c'est peut-être pour moi une espèce d'intégrité intellectuelle. C'était pour dire aux gens, ce que je vous montre là, le film que je vais vous montrer, que vous allez regarder, ce n'est pas la réalité. Voilà. C'est-à-dire, c'est un réel possible, mais le réel n'est pas comme ça. Mais c'est une proposition, voilà. On pourrait vivre comme ça, puisque le sous-titre de L'argent fait le bonheur, qui est évidemment le contraire du proverbe, hein, l'argent fait le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, est évidemment un proverbe inventé par les riches à l'usage des pauvres. Bien sûr. Donc déjà, il y avait cette espèce de titre comme ça un peu provocateur. Et puis le sous-titre, c'était ne soyons pas mendiants, soyons voleurs. Bon,
puisque c'était grosso modo les parents qui demandaient à leurs enfants de voler comme il faut, quoi, c'est-à-dire d'arrêter de voler les voisins et d'aller voler les banques. Voilà. Ce qui est tout à fait moral et digne. Regardez le film, vous verrez. Donc évidemment, j'étais obligé de trouver un intitulé à ce film pour le classer, j'allais dire, dans une forme précise, dans un registre, dans un genre. Et j'ai donc dit, j'ai dit Conte de l'Estaque, pour trouver un titre générique, un peu comme ça, et j'en ai fait 2, 3. C'est des bonnes sœurs qui volent, bien sûr. Oui, ils se déguisent, bien sûr, oui. Il y a un curé, Darousset joue un curé dans le film, effectivement, il conduit tout le monde, tous les enfants, comme ça, qui vont faire... Enfin, je ne vous raconte pas le film, hein, je veux dire, si tu peux, parce que c'est pas celui-là qu'ils verront après. Mais moi, simplement dire que c'est avec ces films-là que j'ai découvert le cinéma de Robert. C'était avec À la vie à la mort, en fait. La première fois que j'ai vu un film de lui, c'était À la vie à la mort. Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que ce cinéma politique engagé, enfin toutes ces phrases qu'on essaie de déconstruire d'ailleurs dans le livre, enfin toutes ces expressions plutôt, cinéma politique, cinéma engagé ou cinéma militant, en fait, alors que souvent on a une instrumentalisation du cinéma, puisque c'est le discours qui est mis en avant, là c'est un cinéaste qui est d'abord au service du cinéma. Il y a énormément de cinéma dans ces films qui pourtant tiennent aussi un point de vue sur le monde et un point de vue, on dit engagé, en tout cas qui a des résonances politiques fortes. Et cette alliance-là, évidemment, j'étais séduit par... Enfin, évidemment... non, c'est pas évident, mais enfin, c'est vrai que, étant donné mes sensibilités politiques, c'est vrai que j'étais content de voir. Moi aussi, je suis fils d'ouvrier, il y a des résonances quand on voit les films de Robert, quand on est issu de ce milieu-là. Mais en même temps, moi j'ai été formé à l'école de Jacques Demy, d'un cinéma très artificiel, mais au bon sens du terme. Agnès Varda aussi, bien sûr. Et j'ai reconnu ça dans le cinéma de Robert. Alors c'était pas la comédie musicale ou l'opéra comme les Parapluies de Cherbourg, c'était le théâtre ou la commedia dell'arte, mais ça résonne énormément, ça résonne de la même façon. Et voilà. Et donc il y avait une absence totale d'instrumentalisation du cinéma, d'utilisation du cinéma pour dire quelque chose avant tout. Non, c'était servir le cinéma. Je sais pas, c'est vrai que je ne sais pas comment dire autrement. Il y avait quelque chose de cette volonté de faire du cinéma qui pourrait éventuellement passer 2 ou 3 petits mots au spectateur. Mais avant tout que le spectateur soit un spectateur et pas un récepteur de messages. Voilà. C'est pour ça finalement. Enfin, moi j'ai été d'abord séduit par son cinéma, plus que séduit. Il y a eu quelque chose, il y a une rencontre très forte. Et après, je l'ai rencontré lui, mais il n'y aurait pas eu ces films. C'est idiot ce que je dis, on ne se serait jamais rencontrés. Donc du coup, par définition. Par définition. Ouais, c'est pas. Cela dit, il habitait en bas du local où le journal à l'époque était à Montreuil. Oui. On aurait pris un coup tous les deux. On aurait bu un verre. On se serait perdu dans les trucs politiques. Est-ce qu'on a besoin de dire de quel film est tirée cette image ? Non. Bon, en fait, si je l'ai choisi, c'est pour que peut-être que tu sortes un tout petit peu du cinéma, mais que tu nous dises à quel point ce film a été une aubaine aussi pour le producteur que tu es. Oui, pour pouvoir continuer à faire tes films de façon indépendante et éventuellement aussi aider, enfin plus qu'éventuellement, aider aussi d'autres cinéastes dans leur démarche de cinéaste. Oui, enfin, on a énormément ri quand on a fait ça, ce plan-là, quoi. Enfin, ça, c'est une photo, mais parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là, elle rêve qu'ils vont tomber amoureux, elle rêve comme dans un roman photo, en fait. Donc, ils couraient tous les deux sur une plage, et puis ils se tombaient dans les bras, voilà, comme ça, de manière très ridicule. Ils couraient l'un vers l'autre. Gérard avait le pantalon retroussé, la chemise comme ça nouée un peu comme un corsaire.
On a cherché longtemps d'ailleurs une plage qui pouvait être un contre-jour total au coucher du soleil pour avoir le. Ça se voit pas bien sur la photo, mais dans le film c'est vraiment la photo est cramée, voilà, elle est surex, mais elle est surexposée. Mais là donc on avait cherché une plage, on était allé à la plage du Jail, je ne sais pas si vous connaissez, et qui effectivement le soir a le soleil en face en fait. Donc si on court sur cette plage, donc on était allé 1 heure au coucher du soleil faire ce plan-là. Là. Évidemment, eux, ils rigolaient comme des baleines, parce que c'était tout à fait... quand on le tournait, c'était ridicule. C'est très touchant dans le film, parce qu'on le voit s'éloigner en boitant. Il boite, et elle l'imagine courir sur la plage et lui sauter dans les bras. Enfin, bon. Donc voilà, justement, une forme. Je disais que c'est une utilisation formelle du roman photo aussi, pour essayer de faire en sorte que les spectateurs aient tous justement des repères informels par rapport à des choses qu'ils ont déjà vues, qu'ils connaissent en fait, voilà, des registres qu'ils connaissent, même en les détournant, en leur faisant dire autre chose, etc. Tout ça. Mais bon. C'est simplement parce que moi, ce que j'aime bien aussi dans le regard qu'elle a quand il s'éloigne et qu'elle voit ces images de tous les deux se courant comme dans un film de Lelouch finalement. Moi, je pense dans le sourire qu'elle a, c'est aussi qu'elle a une conscience que ce rêve est dérisoire. Que ce rêve est, oui, dérisoire. Enfin, pas dérisoire, mais un tout petit peu trop. Un tout petit peu trop, oui. Parce que en fait, c'est là que moi, je fais souvent référence à un livre de Richard Hogarth, qui est un sociologue anglais, qui s'appelle La culture du pauvre et qui a travaillé justement sur le roman photo. Et on dit souvent, mais de façon très en surplomb comme ça, mais les gens sont abreuvés par TF1, c'est dramatique. Sauf que, et on pourrait dire que dans les années 50, ils étaient abreuvés par les romans photos et c'était dramatique. Mais justement, ce que montre Richard Hogarth, qui a travaillé auprès des classes populaires, c'est que il y a ce double sentiment par rapport au roman photo. Il y a un sentiment totalement de plaisir à lire, plaisir premier à lire les romans photos, mais aussi de critique, de regard critique sur les romans photos. Il y a ce double mouvement à l'intérieur des personnes. Donc tout ça pour dire que les gens ne sont pas aussi idiots que certains veulent nous le faire croire quand ils sont au contact comme ça, cette expression affreuse, pas au contact, quand ils lisent ou quand ils voient des choses qui sont de la culture populaire très, très basique, très, très simple. Mais ils ont aussi un regard critique. Et on peut se fonder sur des travaux de gens qui ont, enfin un sociologue par exemple comme Richard Hogarth pour pouvoir l'affirmer. C'est pas idéologique, on peut le dire. On peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais par rapport à l'économie, c'est vrai que à l'économie du cinéma, pardon, et puis à la mienne et à l'économie de notre maison de production et tout ça, c'est vrai que le film a dépassé. On l'a fait à toute allure, hein, on l'a fait en quelques semaines, on tournait 5 heures par jour, on avait fini. Enfin bon. C'est le film le plus facile à faire qu'on ait jamais fait. On l'a monté aussi très vite, ça allait tout seul. Quoi. Bon. Tout apparaissait évident. Quoi. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais jamais d'ailleurs. Et dès qu'on l'a montré, ça a été... dès qu'on l'a montré dans des projections privées d'abord à Paris et tout, mais les gens étaient hystériques. Quoi. Enfin, on les croyait à peine. Et puis, donc, on est allé à Cannes. À Cannes, les applaudissements duraient 20 minutes. Enfin, bon, on ne s'y attendait pas. Et puis, le film est sorti. On a fait 2 700 000 entrées. Le film s'est vendu partout. Alors, évidemment, ça a complètement changé notre manière. Pas notre manière. Ça a changé notre vie, quoi. En fait, de fait, on a... depuis, en fait, il n'y a pas un seul film que je n'ai pas pu faire, en fait. Voilà. Donc, depuis, je tourne tous les films que j'ai fait après, donc 14 à ce jour, je les ai faits sans souci et en plus en les finançant très rapidement, en fait, voilà. Parce qu'après, il y a eu d'autres, évidemment, il y a eu d'autres succès après qui ont continué à entretenir. Mais en tout cas, ça a allumé la mèche, quoi. J'aurais jamais fait autant de films s'il n'y avait pas eu ce succès-là, bien sûr. Enfin, je souhaite à tout le monde, à tous les cinéastes, de voir une fois dans leur vie un succès de ce type-là. C'est-à-dire très, très, très public, quoi. C'est pas... Vous voyez, quand je dis que La Villa, par exemple, est considérée en France comme un gros succès, le dernier film. Et c'est 600 000 entrées. Là, c'est 2 700 000 entrées, quoi. C'est hallucinant. Bon. Enfin, je pense que c'est un des rares exemples contemporains, hein, dans le cinéma français. Il n'y a pas eu des films faits aussi simples, aussi rapidement, etc., avec aussi peu d'argent, et qui atteignent un tel record de
de public en France, et je dis de public à l'étranger. Même à l'étranger, dans le monde entier, des gens ont vu ce film et continuent à acheter les films qui arrivent là, en disant mais oui, ce type qui a fait Marius. Après ça, évidemment, ça rebondit avec d'autres films, bien entendu. Ça s'est entretenu. On passe aux deux suivantes qui forment un couple. Donc ça, c'est une image de À la vie, à la mort, tout à l'heure, oui. avec Ariane, Dada et Jacques Boudet. Ouais. Il lui donne, oui. Enfin, là je vous dis pas ce qui se passe. Normalement, il y en a une deuxième, mais là, ça marche plus. Ah, attends. Il se pourrait bien qu'il y ait un bug. Bon, alors donc on saute et on fait Michel Bouquet. Donc bon, enfin l'idée c'était que tu nous parles du grand comédien avec qui tu as joué et qui n'est pas habituel dans ta troupe. Je pouvais pas faire jouer Mitterrand par Gérard Mélin. Bon. Mais c'est sûr que là, il y a eu une. Enfin, j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour Michel Bouquet, mais ça, je suis pas le seul. Et puis, je connaissais parce qu'il était prof au conservatoire. En particulier, Ariane avait été son élève. Et je l'avais rencontré plusieurs fois déjà. Il aimait beaucoup à la place du. Il aime toujours beaucoup à la place du cœur, film que j'ai fait. Juste après Marius d'ailleurs. Il aimait beaucoup ce film-là, il m'en parlait souvent, etc., etc. Et quand j'ai eu cette idée de... Enfin, quand on m'a proposé, mais quand un ami m'a dit, mais j'ai les droits du dernier Mitterrand, et est-ce que ça t'intéresse? Quand il a eu cette idée, que j'ai lu le livre très vite, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et j'ai dit que ça m'intéressait qu'à une seule condition, c'était que ce soit Michel Bouquet qui joue Mitterrand. Sinon, je ne le faisais pas. Il y a d'autres bons acteurs de cet âge-là et que j'aime beaucoup. Il y a Piccoli d'ailleurs, par exemple, que je connais très bien par ailleurs. Mais j'avais dit, c'est pas possible. Il faut que j'ai... Alors pourquoi je disais ça? Je disais parce que je pensais que sur un tel film, en fait, c'était donc 10 ans après la mort de Mitterrand, tous les spectateurs avaient une image en fait de Mitterrand. Donc j'étais pas libre pour travailler, sauf à faire le pari que dans les 5 premières minutes du film, la représentation de Mitterrand que moi je présentais, que je filmais, allait emporter très vite la vision que tous les spectateurs avaient de Mitterrand, puisque tous les spectateurs avaient a priori une image en tête. Ils avaient déjà vu Mitterrand, bien sûr, à la télévision, sur une affiche, je sais pas, ils l'avaient même vu des milliers de fois. Et il fallait que pour que le film marche, pour que tout film marche, il faut qu'évidemment on adhère au film au bout de 5-6 minutes, 10, 15, il faut adhérer le plus vite possible. Hein. Je veux dire, la règle, c'est quand même celle-là. Et je pensais qu'effectivement, dans cette course de vitesse entre l'image qu'on avait de Mitterrand et l'image que proposait Bouquet et le film, je crois que seul Bouquet pouvait effectivement gagner cette course-là. Voilà. Et donc j'ai posé ça comme condition, et on en a parlé évidemment à Michel Bouquet tout de suite, et qui m'a dit, bon, évidemment, oui tout de suite. Voilà. En me disant, sauf si le scénario me tombe des mains, mais je vois pas pourquoi, tu vas me donner un scénario quand même, parce qu'on en avait parlé avant même qu'il ait lu le scénario. Donc il a accepté, on a fait le film. Et je dis bien, je ne l'aurais pas fait sans ça, pour cette raison-là, qui est une raison donc extrêmement, c'est une raison de mise en scène, c'est pas une raison de contenu du tout, là. Et il n'était pas très mitterrandien, lui. Il n'était pas mitterrandien du tout. Bouquet. Mais Bouquet dit toujours, il ne faut pas faire de politique. Il dit toujours, Robert, arrête, hein. Parce que, arrête avec tes trucs, arrête de faire un article sur la télé-réalité dans le monde, on s'en fout, fais des beaux films. C'est ça qui compte le plus, fais des beaux films. Ah, ben, parce que je disais, mais non, je vais intervenir là-dessus. Je disais, mais non, ça ne sert à rien. Fais des beaux films, c'est ça qui sert. Donc c'est vrai qu'il n'était pas, enfin, il n'est pas politisé du tout, au fond. Bouquet. Mais il est très drôle. Il est très drôle. Il n'a pas toujours été drôle. Hein. On dit, il n'était pas commode même il y a 25 ou 30 ans. Mais là, il était très, très, très drôle. Oui. Beaucoup d'humour. Et très... Ce qui est assez
Ce qui est assez beau, c'est travailler pour travailler cet art-là, quoi. C'est tellement un sacerdoce, en fait, pour lui, la comédie, que j'ai une espèce de jour. On arrive le matin sur le tournage, je lui dis, bon, il me dit, hier soir, j'ai travaillé la scène, je sais pas, il met la scène 32. Mais j'ai dit, mais Michel, du coup, je m'inquiète un peu. Je dis, Michel, on l'a tourné déjà il y a 2 semaines. Il me dit, ça fait rien, j'avais envie de la retravailler. Donc il avait retravaillé tout seul une scène qu'on avait déjà tournée, qui était bien, qui était réussie, il n'était pas question de la refaire. Donc il est quand même assez cinglé, quoi. Cinglé de travail, cinglé au bon sens du terme. Mais c'est vrai qu'il avait envie de rebosser cette scène-là. C'était très, très agréable, une très belle expérience, on s'est très bien entendu. On pourrait... Oui, alors là, ça change évidemment. Bon, tu vois, l'épicerie orientale... On avance dans le temps. Donc c'est une image de Une histoire de fou, voilà. Film de 2015, année du centenaire du génocide. Du génocide des Arméniens en 1915. Écoute, moi j'aime bien cette photo-là, c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est aussi parce que la frontière de l'épicerie, enfin de la devanture de l'épicerie, plutôt la devanture de l'épicerie est une frontière, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on est arménien et à l'extérieur, il se trouve que là ça se passe à Marseille, on est français. Tu peux peut-être expliquer ce... Oui. Oui. En fait, c'est une... D'abord, cette épicerie, elle est censée être à Marseille, mais on l'a fait à Montreuil. Ça, je trouve, c'est un truc que j'aime quand même beaucoup au cinéma aussi. C'est-à-dire, personne n'a jamais pensé que ça avait été tourné à Montreuil. Peut-être que tout le monde a cherché à savoir où était cette épicerie à Marseille. Mais donc, je vous le dis, c'est à Montreuil, c'est assez commode, parce que c'est 1,5 km de chez moi, donc c'est tout près. Et on a fait l'épicerie, la cour, etc. Tout ça. Mais c'est vrai que les personnages qui se présentent comme ça, là, en randonnion, comme on faisait des photos à ce moment-là devant les commerces, hein, il y a beaucoup de photos comme ça de nos ancêtres ou quoi, ou devant le commerce, toute la famille en randonnion, comme ça, je veux dire, posé un peu pour prendre une photo. Et c'est vrai qu'ils sont quand ils sont à l'extérieur, c'est ce qu'il disait, je crois que même le personnage dit ça à un moment donné, c'est vrai quand ils sont à l'extérieur, ils sont français, dès qu'ils ferment le rideau, ils sont arméniens. Voilà. Donc c'était cette espèce de stratégie, enfin, de stratégie de survie qu'avaient évidemment trouvé, mais que trouvaient d'autres immigrations aussi, bien entendu, mais qu'avaient trouvé à part après un génocide, ce qui est quand même une immigration d'un type particulier. Ils avaient trouvé effectivement cette manière-là à la fois, on va dire, d'oublier et à la fois de se souvenir. Ce qui, évidemment, par définition, dans les termes même, est tout à fait contradictoire. Mais il fallait, du coup, je veux dire, à l'extérieur, ils oubliaient, à l'intérieur, ils se souvenaient. C'est comme ça qu'ils ont pu, que cette cause-là, l'idée de la reconnaissance du génocide, qui est devenue la cause des Arméniens dans le monde, a pu comme ça passer plusieurs générations et être encore tout à fait aujourd'hui une revendication d'aujourd'hui. Mais ça pose la question de la visibilité justement, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on pourrait penser que pour aujourd'hui ce serait encore valable. Or aujourd'hui, ceux qui essaient de renvoyer à l'invisibilité des gens qui viennent d'ailleurs pour qu'ils pratiquent leur religion ou leur culture, évidemment c'est totalement clivant. C'est pas du tout une politique d'accueil que de dire aux gens ce que vous êtes. C'est même le contraire. Aussi, il faut le cacher. Bien sûr. On en parle abondamment dans le livre, en fait, c'est vrai, de cette question-là. Parce que quand je disais ça, c'était pour décrire effectivement ce qu'avaient fait ces générations-là. C'est pas pour décrire la politique de la France à ce moment-là et les qualités qu'elle avait, je veux dire. Parce que je crois qu'effectivement, il y a eu une erreur, en fait, y compris parfois de manière tout à fait inconsciente et sincère, en fait, chez certains républicains. Il y a eu l'erreur de penser qu'effectivement, les choses doivent se fondre, en fait, s'amalgamer, se confondre. Je veux dire, je crois que on a trop souvent pensé qu'il fallait
adhérer à l'endroit où on arrivait en oubliant effectivement ce qu'on avait vécu avant. Je crois que c'est faux. Je crois que des choses peuvent se juxtaposer sans aucun souci. Voilà. Les identités, comme je dis souvent, ne s'opposent pas. Elles se juxtaposent. C'est un enrichissement. Et c'est un enrichissement aussi pour ceux qui les côtoient et qui les rencontrent. Donc, vous voyez, c'est comme la langue, par exemple, du pays d'origine, qui est évidemment une chose essentielle. On est dans une langue, on pense dans une langue, on écrit dans une langue, etc. C'est essentiel. Comment peut-on, puisqu'on entend ça par-ci, par-là, je veux dire, comment peut-on demander à des gens quasiment d'oublier leur langue? Évidemment que de parler deux langues, c'est mieux que d'en parler une seule. Enfin, ça me semble d'une évidence criante, quoi, je veux dire, ou d'en parler trois, d'ailleurs, peu importe. Voilà. Moi, je dis toujours, je suis évidemment allemand, arménien et français, et tout va très bien pour moi, j'ai aucun souci avec cette chose-là, avec ce fait-là, des identités comme ça mêlées. Et deux langues peuvent en inventer une troisième. Par exemple, la créolisation du français par Patrick Chamoiseau. Oui. Le français de Patrick Chamoiseau ne ressemble à aucune langue française classique. Il n'appartient qu'à lui d'ailleurs. Mais c'est cette langue-là qui fait qu'il est un très grand écrivain. Tout à fait. Alors j'ai choisi cette photo-là, mais en fait il y a deux choses. C'est à la fois pour les questions de mise en scène de ces. Enfin, je sais pas, pour une raison anecdotique qui est la mise en scène des scènes d'action. Et puis deux, évidemment, sur la Moy, enfin c'est-à-dire le groupe Ménouchian. Oui. Et qui est à la croisée de deux, alors là pour le coup, de deux identités arméniennes et communistes, et enfin c'est pas un hasard si un jour tu t'es emparé de cette histoire-là. Non, bien sûr, je pense même que c'est au fond c'est des gens auxquels je m'identifiais quand j'étais gosse, quoi. Je rêvais d'être un communiste emprisonné, en fait. Ça pour rire, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de, pour moi, Rehman, des gens comme ça, Manouchian, Rehman, Bogzov, enfin, les gens du groupe, Elek, bien sûr, étaient des il y avait un processus d'identification avec eux, quoi. C'était vraiment des gens, ils étaient jeunes, ils étaient justes, ils se battaient pour des causes très très justes. Ils étaient sportifs, ils étaient beaux, ils étaient brillants parfois. Elek était grand intellectuel, Rehman était champion de natation. Enfin, bon, je veux dire, ils avaient toutes les qualités à la fois de la jeunesse et puis les qualités humaines, intellectuelles, les visées émancipatrices, puisque bon, ils étaient internationalistes, etc., etc. Enfin, pour moi, ils avaient tout. Pour moi, ils ont toujours d'ailleurs. Ils avaient toutes les qualités du monde. Donc, qu'un jour, je fasse un film effectivement sur eux, semblait. C'est peut-être pour ça que ça s'est fait d'ailleurs, je l'ai fait assez tard, parce que c'était presque trop évident, quoi. Là aussi d'ailleurs, le film s'est fait un peu tout seul quand on est parti sur cette idée de film. Tout le monde a pensé qu'effectivement c'était une évidence que je le fasse. Donc c'est vrai que malgré. C'est le film le plus cher qu'on ait fait, puisqu'il y a des scènes. Des explosions, il y a des effets spéciaux, il y a la reconstitution historique, etc. etc. Donc, ça aurait pu être un petit peu compliqué, mais c'est apparu évident à tout le monde que c'était une bonne idée, quoi, que je travaille sur cette question-là. Et c'est vrai que l'idée du film, qui a présidé au film, c'était effectivement pour prendre de manière un peu antithétique l'armée des hommes, en fait, c'était faire l'armée de la lumière. En fait. C'était travailler sur eux pour montrer la lumière qu'ils avaient en eux, quoi, la foi qu'ils avaient quand même en l'humanité. J'ai toujours été très très frappé par leurs déclarations, toutes les dernières déclarations avant de mourir, où ils disent je meurs heureux, l'avenir sera beau, etc., etc. Avec toutes leurs dernières lettres sont, vous en connaissez certainement, je veux dire, nous font pleurer encore aujourd'hui, quoi. Donc c'était et je crois qu'il fallait faire, donc c'était une évidence, et je crois qu'il fallait faire en plus, parce qu'évidemment, le cinéma, ou les romans, ou les poèmes d'ailleurs, puisque en l'occurrence il y a eu le poème d'Aragon aussi 11 ans après,
servent aussi à ça, parfois, à raviver des moments qu'on peut oublier un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est une... Quand j'ai parlé à certaines personnes assez jeunes, en fait, de l'affiche rouge, quand je préparais le film, et beaucoup de gens, je leur parlais de ça de manière tout à fait, il me semblait que c'était tout à fait évident, et je voyais bien qu'ils ne comprenaient pas de quoi je parlais, quoi. Ils n'en avaient pas entendu parler, en fait, du tout. Alors que notre génération en avait entendu parler beaucoup plus. Enfin, c'est normal, le temps passe, il y a des choses que l'on oublie, et parfois, c'est quand le cinéma, donc la poésie, le cinéma, le roman, peuvent remettre en lumière, en fait, un certain nombre de choses qu'on a envie qui, je pense, peuvent nous éclairer encore aujourd'hui ou éclairer nos comportements. Mais c'est vrai que le film moi, je suis très content, il est très, très, très utilisé par les profs d'histoire, hein, je veux dire, depuis 10 ans. Je sais pas, par exemple, on a eu le truc qui m'a énormément flatté, on a eu le prix des lycéens de la région d'Île-de-France, hein, alors qu'il y avait tous les films de l'année en compétition qui étaient sortis. Hein. Donc il y avait beaucoup de films, vous imaginez, très spectaculaires, très beaux, très idiots aussi. Mais je veux dire, je ne m'attendais absolument pas à avoir un prix avec ce film-là, le prix de lycéen, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est comment dire, je pense que c'est un film toujours particulier de dire ça, mais je le disais déjà à ce moment-là, en général c'est un gros mot, hein, par rapport à la critique et tout ça, mais c'est un film qui se voulait très pédagogique, en fait. Voilà. En général, quand on dit je veux faire un film pédagogique, tout le monde se bouche les oreilles, s'enfuit, part en courant, en disant il va faire un film nul, ennuyeux, emmerdant, etc. etc. Pourquoi il parle de pédagogie? Eh bien, non, j'ai assumé, je crois que dans le dossier de presse, je parlais de pédagogie, il me semble. Que je voulais faire un film académique et pédagogique. Ça, c'est tout pour se faire tuer, quoi. Bon. Mais bon, je n'ai pas été très assassiné, en fait. C'est exactement ce qu'a fait Rossellini à la fin de sa vie, hein. Des films pédagogiques, historiques. Il y a 3 photos encore, il y en a une qu'on va passer c'est-à-dire on a de plus en plus envie que ça serve à quelque chose. Rapidement, mais pas celle-là. Celle-là, elle est très sympa. Celle-là, je la trouve très belle. On la doit à Jérôme Cabanel, qui est ici, avec nous, qui est photographe de certain nombre de tournages de Robert, dont celui-ci, Le fil d'Ariane, et qui est aussi le photographe de la couverture du livre. Et en fait, je l'ai aussi choisie, non seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle symbolise vraiment l'alliance des générations, l'arrivée de nouvelles générations, avec en l'occurrence Lola Neymarck, et puis la figure de l'ancien, avec Jacques Boudet. Oui. Alors Boudet, il a toujours fait l'ancien, hein, effectivement. De fait, il est plus âgé que nous quand on l'a connu. Ariane avait joué avec lui aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Ariane avait joué avec lui un spectacle qui avait fait un énorme succès aussi. C'est Exercice de style de Raymond Queneau. Et elle avait joué avec lui. Et quand on préparait Rouge Midi, c'est elle qui m'avait dit, mais il y a tu sais, Jacques Boudet, en fait, parce que je l'avais vu jouer, bien sûr, mais j'avais envie qu'il y ait le personnage qu'il jouait dans Rouge Midi, qui était un cinglé qui criait des obscénités dans la rue à tout le monde, mais que tout le monde aimait bien, quoi, un vieux fou, quoi. Et je voulais qu'il crie avec l'accent marseillais et tout ça. Et elle m'avait dit, mais tu sais, Jacques, il est de Montpellier, il a un accent, en fait. Ce que je ne savais pas, parce que quand je le voyais quand il jouait Queneau, il jouait évidemment avec une diction officielle française et sans accent. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, et qu'il avait déjà, ce qu'il a toujours, le génération d'écart avec nous. Donc, comme je le dis, dans tous les films, je joue le vieux. Tu vois. Et il est exceptionnel, quoi. Bon, et je voulais insister aussi sur le fait que, tout en ayant des acteurs qui sont qu'on a vu au début, qui sont les piliers de ton cinéma, qui sont de ta génération, tu as intégré, à partir de l'Armée du crime, d'ailleurs, le film dont tu as tiré l'image précédente, une nouvelle génération de comédiens qui sont, pour certains, des comédiens très en vue dans d'autres films, et qui sont devenus des fidèles aussi. Oui. Que ce soit donc... J'arrive pas à faire autrement, quoi. Oui, il faut les citer, oui. Grégoire Le Prince Ringuet, Lola Neymarck, Anaïs de Moustier, Robinson Stévenin, Yann Tréguette, qui est un tout petit peu plus âgé qu'eux. Voilà, j'ai l'impression d'en oublier. Oui, Adrien Jolivet aussi, souvent. Mais non, mais c'est vrai que il y a une espèce de nécessité à laquelle je peux rien, quoi. C'est-à-dire que mes personnages,
Et moi-même, je veux dire, je vieillis. Nous vieillissons ensemble. Donc évidemment, c'est difficile aujourd'hui, quand je mets Gérard Mélin, Ariane et Ascaride et Jean-Pierre Daroussin dans un film, s'ils n'ont pas d'enfants, il faut que je justifie dans la fiction. Parce qu'à l'âge qu'ils ont, ils ont des enfants, voire des petits-enfants, quoi. Donc je suis bien obligé de raconter ça. J'étais obligé de dire par la force des choses, et bien pour parler comme je dis, j'ai toujours parlé de ma génération, et à travers eux, j'ai toujours parlé de moi-même. Mes humeurs sont celles de mon âge, quoi, bien sûr, ont toujours été celles de mon âge. Donc je ne peux plus écrire aujourd'hui quelque chose sans qu'il y ait leurs enfants, quoi. Hein. Et du coup, c'est vrai que l'occasion a fait la rôle, l'armée du crime, comme l'armée du crime, c'est déjà très très jeune. Enfin, donc la fiche rouge, il y en avait qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, enfin, je veux dire vraiment de très jeunes gens. Donc j'ai eu l'occasion là de travailler avec une série j'ai choisi, hein, il y avait beaucoup d'autres, hein. Quelques acteurs comme ça, français, jeunes, filles et garçons, et avec qui je pensais pouvoir m'entendre, qui je crois pouvaient participer de la manière dont on travaille entre nous, c'est-à-dire d'une manière collective où le film est toujours devant. Enfin, c'est pas des gens qui sont sur la performance individuelle, qui cherchent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un narcissisme tout à fait bienvenu et normal, je veux dire, mais ils mettront toujours le film avant eux, quoi. Il y a quelque chose de bon là. C'est une manière de travailler de manière collective, on va dire aussi, là, très très attentif aux autres, de jouer avec les autres aussi. Il y a des comédiens qui jouent tout seuls. C'est pas mal, des comédiens qui jouent, qui écoutent quand même, qui modifient leur jeu en fonction de comment joue l'autre, par exemple, des choses comme ça. Enfin, là, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ces comédiens-là, je les avais tous plus ou moins quand même, ils avaient tous plus ou moins joué déjà dans d'autres films avec mes acteurs plus anciens, quoi. Donc ils m'ont tous été, à la fois je les avais vus jouer moi-même dans d'autres films, mais ils m'étaient recommandés par, tu vois, par exemple Anaïs Desmoustiers, Lola, elle était dans Brodeuse en fait, avec Ariane, et c'était les deux rôles principaux. Anaïs Desmoustiers, elle avait joué une fois la fille d'Ariane et une fois la fille de Darousset. Donc je l'ai appelé un joueur en disant tu veux pas jouer la fille des deux dans mon prochain film. Voilà. Mais c'est vrai que donc on les connaissait tous un petit peu, quoi. Et en tout cas les acteurs les connaissaient. Là il y a Robinson ben voilà, là il y a Lola, tous, là. Anaïs Desmoustiers et Grégoire le Prince Ringuet. Voilà. Bon, et ça c'est une image on est arrivé presque à la fin. Une image du prochain film. Donc si que Gloria Mundi, non, Gloria Mundi, oui. Et oui, ils ont des rôles très importants dans ce film-là. Puis il y a les trois. Bon, Ariane est hors cadre, là, alliée dans la scène, elle est à gauche du cadre, et hors champ. Et c'est les 7 personnages principaux. Voilà, il y a 7 personnages principaux. Donc les jeunes gens ont des personnages très, très, plus importants que d'habitude. Le film tourne vraiment autour de c'est une espèce de famille recomposée. Enfin, je ne vais pas vous raconter le film, je ne l'ai pas encore fini. Donc, je ne peux pas vous le raconter vraiment, quoi. Hein. Il y a encore des choses qui peuvent un peu bouger. Mais c'est une tragédie. Il sera fini. Oui, c'est une tragédie. C'est un film très noir. Très, très noir. Ça se passe à Marseille aujourd'hui, l'hiver. On a tourné l'hiver dernier. On a fini de tourner le 17 janvier. Donc, je suis un peu pressé là pour le montrer à des sélections, parce que quand on finit des films en mars, avril, on est tous, tous les gens qui font des films, quand on finit des films en mars, avril, on essaie quand même de le montrer pour les sélections à Cannes, voilà. Donc il faut que j'aille très vite pour terminer. Voilà. Et il sortira à la rentrée, ça c'est sûr, en octobre-novembre. Alors parce que Christophe est une pipelette, il ne sait pas ce que ça veut dire, donc j'en profite. Il nous reste à peine 5 minutes. Sinon, il faudra prendre sur le temps de dédicace. Donc, on peut prendre sur le temps de dédicace. Hein. Faire une signature, ça va vite. Bah, sauf s'il y a beaucoup de livres à signer. Bon, il sait faire automatiquement. D'accord. Donc, qui veut intervenir ? Je vous fais... Pas sur le langage, s'il vous plaît. Si vous voulez parler de langage, c'est lundi à la Casa Consola. Ah, d'accord. Je vous fais apporter un micro. Par rapport à l'intégration, la famille, devant la vitrine, ils sont français, à l'intérieur, ils sont arméniens. Ben, c'est l'intégration réussie. C'est ce qu'il faut dire pour tout le monde.
C'est-à-dire que donc les origines ou quoi? Les origines, bon, il faut en tenir compte, mais c'est du domaine personnel. Et par contre, il faut l'intégration, c'est la famille devant et ils sont français. Oui. C'est un débat. C'est un débat en soi. C'est pas le moment On pourrait de parler une discuter. heure que de ça. Ouais, c'est ça. Il faudrait parler une heure que de ça. Je suis pas convaincu. D'autres interventions? Vous voulez applaudir? Le micro arrive. Regarde, le micro arrive là. Sans parler des engagements. Oui, ça serait un peu triste de laisser partir Robert Guédiguian sans qu'il parle des engagements qu'il a eus, ceux qu'il a encore, et dans une période assez difficile pour tout le monde, et une période où les mouvements sociaux sont assez éclatés, où la gauche n'existe plus. Donc comment être engagé comme cinéaste et comment être engagé tout court? Oui, non, je crois que je suis comme vous, je pense, mais je suis très désemparé par ce qui se passe. Mais en particulier, je partage pas tout le discours que tout le monde tient aujourd'hui sur le peuple est un discours que je partage pas. Je pense pas qu'il y a un peuple en fait. Je pense qu'il y en a au moins deux, sinon 3, 4, 8, je ne sais pas. Mais il y a en tout cas un peuple de gauche et un peuple de droite en fait. Je crois qu'il faut revenir à ces idées-là, à quelque chose qui est, pour aller vite aussi, hein, la gauche avec les salariés et la droite avec les patrons, c'est pas aussi frontal que ça, on n'est pas au 19e siècle, je le sais, etc., etc. Mais je crois qu'effectivement, il y a quand même deux modes dont les intérêts sont antagonistes et qu'il faut quand même essayer de ressouder donc l'idée de gauche. En fait, je ne crois pas du tout au concept de populisme de gauche. Je suis donc en désaccord tout à fait avec Mélenchon là-dessus. Mais c'est déjà tout ça, et moi j'ai de plus en plus de mal, si vous voulez, avec les querelles entre donc le Parti communiste, Génération, la France insoumise, les écologistes, de plus évidemment, mais Besancenot, enfin voilà. J'étais à la création du Front de gauche, en fait, le jour où il s'est créé. Le Front de gauche, oui, pardon, pas le Parti de gauche, le Front de gauche. Et effectivement, j'avais trouvé Mélenchon, comme son habitude d'ailleurs, très brillant dans ces cas-là, hein, quand il s'est fait des envolées. Et effectivement, il disait nous prenons tout. Et il faisait à peu près l'énumération de ce que je viens de faire là. Hein. C'est-à-dire les anarchistes, les trotskistes, tout ce qui est. Je crois qu'il faut arrêter, et je crois qu'il faut faire ça, il faut tout prendre. Et effectivement, il faut donc travailler à une union, parce que tout ça, ça ne va pas dans un seul parti ou dans un seul rassemblement. Je n'y crois pas du tout. Puisqu'après, à l'intérieur de ce que j'appelle le peuple de gauche, il y a effectivement des fractions, des catégories, des sensibilités, des choses diverses et variées. Il y a le petit désaccord probablement que nous avons, si on parlait longtemps avec ce monsieur, mais c'est un petit désaccord à mon avis. Donc il faudrait résoudre. Ou alors il faudrait que ce qu'il pense, ce monsieur, soit dans une sensibilité, et moi dans une autre, mais quand même, il y a d'autres choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Donc mettons-nous d'accord là-dessus. Bon, bref, il faudrait un projet commun, un programme commun, et il faudrait refabriquer, je veux dire, des gros mots. Hein, je veux dire, mais je suis né là-dedans en 68, il faudrait refaire l'union de la gauche. Une union de la gauche, voilà, c'est clair. Sinon, il ne se passera jamais rien. Et pendant qu'effectivement tout le monde se querelle, pendant que tout le monde se se tire dans les pattes, les pauvres gens, comme disait Victor Hugo, je me suis inspiré pour les neiges du Kilimanjaro, continuent à souffrir. Voilà. Moi, je ne cherche pas aujourd'hui à bâtir une stratégie millénariste, surtout pas, mais même dans 2-3 générations, dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Non. Il s'agit de gagner quelque chose, de gagner tout de suite pour améliorer effectivement la condition de centaines de milliers de personnes en France et dans le monde, bien sûr. Donc, j'appelle de toutes les manières possibles et imaginables à l'union. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de victoire sans union. Ça n'a pas existé historiquement. Il n'y a pas de moment autre que celui-là. Et je supporte de moins en moins toutes ces querelles absurdes qui portent sur peu de choses, sur des points
Alors qu'effectivement, il y a... Et d'ailleurs, tous ces dirigeants-là ont du mal à s'expliquer dès qu'on leur demande de parler de la différence entre eux. Voilà, ils ont du mal, ils cherchent. Voilà. Alors on dit, oui, Mélenchon a eu des larmes sur le à la mort de Chavez. Moi, j'aurais pas pleuré. Ben oui, ben d'accord. Voilà, bon, voilà, ou je sais pas... Ou l'intangibilité des frontières, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le truc, sur ça, bon, je sais pas, bon, justement, voilà, donc c'est toujours chercher, ou soi-disant, des visions de l'Europe différentes. Ce qui est faux, je pense qu'il n'y a pas de vision de l'Europe différente chez tous ces gens-là. Je pense vraiment. Il y a bien sûr des différences de stratégie, mais pas de vision. Donc tout ça justement, alors j'ai dit, là je vais parler comme on parle sur les ronds-points, je veux dire, tout ça m'éloigne de la politique dans sa structuration normale, hein, c'est-à-dire, fait normale, habituelle, et du coup, les choses, on peut regretter à la fois qu'effectivement, ce qui se passe sur les ronds-points ne se structure pas. Mais je comprends pourquoi ça ne se structure pas, puisque face à ça, c'est normal que ça ne se structure pas. Voilà. Donc il y a une espèce, il y a comment on dit, d'aporie en philosophie. Il y a un endroit où tout se coince, quoi, tout se bloque. Et c'est une situation assez... Il faut vraiment qu'on fasse tous, enfin, tous ceux qui ont envie de faire ça, des efforts considérables, chacun avec les moyens qu'on a, pour essayer de refédérer, quoi, de refédérer dans la réalité, mais de refédérer aussi dans des organisations, dans quelque chose de permanent, dans une structure qui demeure, qui puisse se battre sans arrêt, qui puisse se battre pas que le samedi, qui puisse se battre tous les jours. Donc voilà, c'est quand même ça aussi. Je crois qu'on ne peut pas se passer des manières de l'humanité inventer quand même des formes de démocratie. On ne peut pas se passer de délégation, on ne peut pas se passer de mandat, on ne peut pas se passer d'élection. Je veux dire, voilà, et on ne peut pas se passer non plus de structures qui nous représentent en permanence. Parce que nous, individus, on ne peut pas être au front sans arrêt. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de structures, ça veut dire d'appareils, de syndicats, de partis dans lesquels il y a des permanents, même si les permanents, après il y a le défaut des permanents qu'on connaît tous depuis toujours, parce que les permanents ne travaillent plus pour la cause forcément pour laquelle ils ont été embauchés, ce sont aussi des salariés. Fait, toutes ces problématiques-là existent depuis toujours, quoi. Moi, j'entends ça... voilà, et ce qu'on dit sur les ronds-points aujourd'hui n'est pas loin de l'opposition entre Lénine et Rosa Luxembourg. Voilà, donc c'est pas rien de nouveau dans tout ça, si ce n'est cette perte générale aujourd'hui de repères et de conscience de classe, du moins si on ne dit plus classe, si on ne peut pas utiliser le terme classe comme auparavant non plus, de conscience du peuple de gauche, d'être le peuple de gauche, et donc d'avoir des représentants à son niveau. Mais la situation est très inextricable, hein. Mais enfin, elle va quand même se résoudre, parce que toutes les situations se résolvent dans l'histoire. Il faut espérer que ça se résolve bien. Ça peut se résoudre mal aussi, parfois. C'est déjà arrivé aussi. Ce qui se passe, donc, par exemple, en Italie. Bon exemple, l'Italie, toujours, par rapport à... Ah, vous voulez seulement que l'on augmente le son? Ah oui, il y a une dame là-bas. Je n'avais pas compris. Oui, une dame. Oui, monsieur, je ne sais pas. Oui, je vois pas là. Oui, merci. Je voudrais revenir sur la photographie que vous avez montrée de Michel Bouquet en Mitterrand. Je trouve qu'elle est fascinante parce que il suffit de regarder le regard, il suffit de regarder la bouche. À force d'avoir intériorisé le rôle, on a l'impression que ça lui revient sur le visage. Et à propos de votre film là, sur Mitterrand, je trouve que vous êtes dans la situation un petit peu de Jean-François Domecq lorsqu'il parle du Robespierre dernier temps. C'est-à-dire que vous affrontez le mystère du personnage, parce que lui aussi, au-delà de ce que les historiens ont pu dire, la fiction lui permet de pousser plus loin l'interrogation.
Et le personnage de Mitterrand que vous montrez est un personnage très complexe. Et là aussi, on touche un petit peu à ces côtés mystérieux. Et je voudrais savoir, alors, deux choses. Un, à partir de quelle source on affronte ce mystère? Et deuxièmement, et là je vais vous chercher un petit peu sur la relation politique à Mitterrand, en quoi est-ce que cette exploration a modifié les vérités, j'emploie le pluriel exprès, que vous pouviez avoir jusque-là sur le personnage de Mitterrand? Dans la première question, pour aller vite, c'est vraiment, c'est que il y a évidemment une forme de documentation, mais en même temps, c'est un temps que j'avais vécu. Donc j'avais mes propres impressions, ma propre sensibilité, mes propres images, comme je disais tout à l'heure, mes propres visions de ce personnage-là, puisque j'avais vécu avec lui. C'était un contemporain, on va dire. Et puis évidemment de la documentation nombreuse, abondante, je dirais, il y a eu un nombre de livres incalculables, mais il ne faut pas tous les lire d'ailleurs non plus. Et il faut, alors je peux vous donner un exemple précis, il y a des choses que j'ai volontairement pas voulu voir, parce qu'il faut rester quand même il faut présenter effectivement une imagination de Mitterrand, c'est-à-dire que déjà mon assistant, je me rappelle un jour tout content, vient me voir et me donne une VHS, c'était des VHS à ce moment-là, de l'intervention qu'il avait fait à Liévin, Mitterrand. Et donc il dit, j'ai trouvé la VHS, oh, c'est super, et je la prends, et pour rire aussi, je la prends et je l'ai jetée par la fenêtre, voilà. En disant, je ne veux absolument pas la voir, je dis, on va imaginer nous quelque chose, voilà. Et c'est vrai, je l'ai vu après d'ailleurs, je l'ai vu bien après, je préfère vraiment comment c'est dans le film, que la manière dont c'est dans le film, et ce que ça raconte dans le film, que ce que ça raconte dans la réalité. Donc c'est ce décalage-là qu'il faut gérer. Bon, mais ça, après, c'est la mise en scène, c'est le travail avec Michel Bouquet, c'est la recherche du costume, le travail sur le costume, etc. Des choses comme ça. Mais c'est vrai que à part cette différence, à part le fait qu'il faut être conscient que les gens ont eux-mêmes une vision du personnage, alors qu'en fiction, ils n'en ont pas, par définition, puisque en fiction pure, je veux dire, puisque le personnage, c'est l'auteur qui l'a inventé, alors que là, il préexistait à l'œuvre. Bon, bah, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça en permanence, y penser sans arrêt. Bon. Ça, c'est pour la première. Mais c'est des questions théoriques importantes, on pourrait parler des heures aussi de ça. Mais... Et la deuxième chose, c'est que ça n'a pas modifié mon point de vue, en fait, sur Mitterrand, hein, le film. Encore que je l'ai tiré un peu du côté guévariste, moi. Hein, mon Mitterrand est plus à gauche que le vrai Mitterrand. C'est vrai, c'est vrai. Je le savais en le faisant, je le savais, je l'ai dit dans tous les débats. Quand le film sortait, je dis, voilà, moi je veux parler de ça, je parle de ça. Bon. Et donc, alors, à la fois... la seule chose en fait qu'on puisse dire, c'est le rapport entre les héros et l'histoire, entre les individus et l'histoire. Les hommes font l'histoire, les hommes, les masses font l'histoire, ces citations de Marx, etc. Mais certains hommes plus que d'autres, mais jusqu'où ont-ils du pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire les mouvements que personne ne pouvait prévoir, par exemple, les choses qu'on appelle telluriques ou je sais pas bon. C'est vrai que Mitterrand ne savait pas, et personne ne savait qu'en 89, le mur de Berlin s'effondrerait, par exemple. Voilà. Comme personne, l'air de rien, n'avait prévu ce qui se passe en Algérie en ce moment. C'est comment l'histoire, le rapport entre un individu, la connaissance qu'il a de l'histoire, sa puissance à lui d'action sur l'histoire en tant qu'individu, en tant que même héros, en tant qu'individu qui devient légende, en fait. Ce rapport et entre des mouvements que personne ne maîtrise, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, font relativiser la pierre qu'on peut jeter à quelqu'un qui a beaucoup agi quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, Mitterrand lui-même, la question que pose le jeune homme à Mitterrand sur le banc à la fin du film, là, quand il n'est plus président, laisse Michel Bouquet dans un instant de silence et de grand vide, quoi. Quand il finit par dire, bon, j'ai préservé la paix sociale, voilà, et la paix dans le monde, enfin, c'est tout ce qu'il trouve à dire, mais il est très désemparé quand il s'aperçoit qu'effectivement son action a été très limitée. Merci Robert. Merci à vous toutes et à vous tous.